Elle n'aurait jamais dû être là. Aux yeux de certains, sa présence même était une offense. Pourtant, c'est grâce à elle qu'un enfant, longtemps ignoré, allait enfin trouver sa voie. Un cri sec fendit l'air immobile du manoir. « Sors immédiatement de chez moi !» Camille, les bras serrés autour de Léo, un petit garçon de 8 ans atteint de paralysie cérébrale, resta figé. Ses yeux calmes faisaient face à la violence verbale d'Aurélie, la belle-sœur du maître des lieux. Léo, incapable de parler, s'agrippait à Camille avec désespoir. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait que quelque chose de grave se passait. « Tu l'as vu fouiller dans le bureau ?» lança Aurélie à la foule de convives réunis pour la garden party caritative. « Qui sait ce qu'elle a déjà volé depuis son arrivée ?» Camille respira profondément. Son humiliation était publique, son intégrité piétinée, mais elle ne céda pas. « Je rangeais simplement les dessins que Léo a faits aujourd'hui. Les tiroirs contiennent tout son matériel, comme chaque jour depuis 3 mois. » Un silence pesant tomba sur l'assemblée. C'est alors qu'un homme apparut en haut de l'escalier principal. Costard sur mesure froissé, visage cerné de fatigue, Paul Dumas. 42 ans, veuf depuis la naissance de Léo. Le deuil de son épouse Élise l'avait enfermé dans une solitude fonctionnelle. Père absent, patron d'un empire technologique, prisonnier d'un manoir où l'on survivait sans chaleur humaine. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'une voix lasse. « J'ai enfin la preuve de ce que je soupçonnais depuis le début, » répondit Aurélie, le sourire acide. « Ta nounou idéale fouillait ton bureau, Dieu sait ce qu'elle a pris. » Paul fixa Camille. Ce qui le frappa, ce n'était pas l'accusation, mais la façon dont son fils s'accrochait à elle. Léo, d'ordinaire distant, presque insensible, la serrait comme s'il refusait de la perdre. C'était nouveau, inédit, déstabilisant. « Camille, dans mon bureau, maintenant. Aurélie, occupe-toi des invités. » La voix de Paul ne laissait pas place à la discussion. Une fois seul, il ouvrit le tiroir incriminé. À l'intérieur, soigneusement rangés, des dessins. Des griffonnages, certes. Mais les couleurs, si intenses, si vivantes. « Il a vraiment fait ça tout seul ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Oui, j'ai adapté les pinceaux à sa motricité. Aujourd'hui, pour la première fois, il a utilisé du rouge. » Paul sentit son cœur se contracter. Rouge, la couleur préférée d'Élise, celle de sa robe lors de leur première rencontre, celle qu'elle avait choisie pour la chambre de Léo, chambre qu'elle n'avait jamais connue. « Il se souvient, » murmura Camille. « Il comprend. » Bien plus qu'on ne le croit. 3 mois plus tôt, Camille n'était qu'une candidate parmi tant d'autres. Une femme sans bijoux, sans artifice, 34 ans, diplômée en neurosciences cognitives, venue non pour impressionner, mais pour écouter. Lors de l'entretien, elle s'était agenouillée à la hauteur de Léo. « Salut, champion. Je m'appelle Camille. Je peux m'asseoir avec toi ?» C'était la première fois que Paul voyait son fils répondre par un regard lumineux. Et depuis, ce regard n'avait cessé de grandir. Chaque jour, Camille réveillait un peu plus l'enfant endormi derrière le silence. Mais Aurélie n'avait jamais accepté sa présence. « Une femme comme elle? Vraiment ?» avait-elle soufflé à l'oreille de Paul. « Pense à la réputation de la famille. » Depuis le premier jour, elle cherchait une faille. Ce soir-là, elle croyait l'avoir trouvée. Mais dans le bureau, face à la vérité de ses dessins et à la présence bienveillante de Camille, Paul vacilla. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. La femme qu'il avait négligée, le fils qu'il avait oublié, et cette nounou venue bouleverser l'équilibre froid d'une maison sans vie. Camille n'essaya même pas de se justifier. « Ce n'est pas la première fois que je suis confrontée à ce genre d'hostilité, monsieur Dumas, et probablement pas la dernière. » Il y avait dans ses yeux une force tranquille, une histoire qu'elle ne racontait pas, mais que Paul devinait lourde. Que lui avait-on fait? Pourquoi continuait-elle à aider des enfants comme Léo alors qu'elle pourrait vivre plus confortablement ailleurs? Une chose était claire, il avait laissé faire, par passivité, par lâcheté. Et c'est ce soir-là, entre les cris dans le jardin et les regards qui fuyaient la vérité, qu'il ouvrit enfin les yeux. « Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. » La nuit était tombée sur le domaine Dumas. Le jardin, quelques heures plus tôt, théâtre d'une humiliation publique, était à présent vide, silencieux.
Camille, dans sa modeste chambre au fond du couloir de service, ouvrait un cahier à la couverture souple. Jour 84. Léo a choisi ses vêtements avec son appareil visuel. Contact oculaire, 47 secondes. Nouveau record. Chaque ligne, chaque observation était consignée avec la rigueur d'une chercheuse. Car Camille n'était pas simplement une nounou, elle était une experte, formée à Columbia. Une femme de science qui avait consacré sa vie aux enfants enfermés dans leur silence. Soudain, la porte s'ouvrit brutalement. « Alors, c'est ça que tu fais quand tu es seule? Tu écris sur nous ?» cracha Aurélie en lui arrachant le carnet des mains. Camille se redressa, calme. « C'est un journal de suivi clinique. J'en ai parlé à M. Dumas, c'est la base du protocole. Une nounou avec des méthodes scientifiques? Quelle prétention? » Aurélie ricana. « Tu veux impressionner Paul avec tes diplômes? » Camille la regarda sans ciller. « J'ai un doctorat en neurosciences cognitives. Je ne suis pas ici pour séduire. Je suis ici pour aider. » Un silence tendu s'installa. Aurélie, déstabilisée, quitta la pièce sans un mot. Le lendemain matin, Paul arriva à table sans costume, sans téléphone professionnel. « Je passe la matinée avec vous, » déclara-t-il mal assuré. Durant la séance de musicothérapie, il observa Camille guider Léo. À mesure que les sons vibraient dans l'air, quelque chose se passait. Le garçon tapotait le xylophone adapté avec une joie nouvelle. « Comment avez-vous su qu'il aimait la musique ?» murmura Paul. « Je l'ai écouté. » « Vraiment. Les enfants comme lui ne parlent pas, mais ils s'expriment. » Plus tard, Janet, la fidèle gouvernante, s'approcha de Camille. « Madame Aurélie fouille dans vos références. Elle a dit qu'elle trouverait de quoi vous faire tomber. »« Ce n'est pas la première fois, » soupira Camille. « Mais cette fois, je ne partirai pas. » 1 heure plus tard, elle envoyait un mail crypté. Destinataire, professeur Whitman. « Les documents seront nécessaires plus tôt que prévu. La situation s'intensifie. » Les jours suivants, Paul devint un autre homme. Il apprenait les codes mis en place par Camille, participait aux séances, partageait les repas. Léo, peu à peu, s'ouvrait, pas seulement par des gestes. Il émettait des sons, clairs, intentionnels. Un soir, Aurélie revint à la charge. « Tu ne trouves pas étrange qu'une prétendue scientifique travaille comme nourrice? Peut-être qu'elle est là parce qu'elle se soucie réellement de Léo, » répondit Paul, de plus en plus agacé. « Ne sois pas naïf. Les gens comme elle ont toujours un plan. » Il la regarda, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que tu veux dire par « les gens comme elle » ? Mais Aurélie évita la question. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au même moment, Camille était en visioconférence avec 2 personnes, le Dr. James Whitman, neurologue de renom, et Sarah Chun, avocate spécialisée en droit des enfants handicapés. « Nous avons tous les documents, » affirma le professeur. « Il s'agit bien d'un cas de négligence médicale systémique. » Camille montra alors un dossier épais. Léo a des capacités qui ont été étouffées pendant des années. Certains refus de traitement ont été signés, mais pas par son père. Vous pensez que les signatures ont été falsifiées ? Demanda l'avocate. Je n'ai aucun doute sur l'identité de la personne responsable. Le lendemain, Paul découvrit sur son bureau un dispositif de communication assistée dernier cri. Où avez-vous trouvé ça? J'ai gardé des contacts à Columbia, répondit Camille. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle avait elle-même négocié ce prêt auprès du département des technologies cognitives de l'université. Quand Léo utilisa l'appareil pour exprimer le mot « musique », Paul fut submergé par l'émotion. Et ce fut à ce moment précis qu'Aurélie entra, triomphante. « Je sais enfin qui elle est vraiment, et tu ne me croiras plus jamais quand tu sauras la vérité. » Ce qu'elle ignorait, c'est que Camille attendait ce moment depuis longtemps, et que cette fois, ce ne serait pas elle qui serait forcée de partir. Aurélie jeta une enveloppe Kraft sur le bureau de Paul comme un couperet. « Elle t'a menti, Paul. Elle n'est pas qu'une simple nounou. Elle s'appelle Dr. Camille Morel. Elle a été renvoyée de Columbia pour avoir testé des méthodes controversées sur des enfants handicapés. » Paul fixa Camille, surpris. Elle ne baissa pas les yeux. « C'est donc maintenant que vous jouez votre carte maîtresse, dit-elle calmement. Vous avez mis du temps. » Aurélie, confuse par son sang-froid, répliqua. « Tu n'es qu'une manipulatrice. Tu te sers de Léo comme d'un cobaye. » Camille se leva. Sa voix ne tremblait pas. « Oui, je suis bien Camille Morel. Et j'ai effectivement été écartée de Columbia,
Parce que j'ai dénoncé la suppression volontaire de traitements prometteurs pour des enfants comme Léo, supprimés à cause d'un mystérieux donateur. Elle saisit l'ordinateur de Paul et y inséra une clé USB. À l'écran apparurent des documents officiels, tous estampillés du centre médical où Léo était né. Voici des formulaires de refus de thérapie, tous soi-disant signés par vous. Est-ce votre signature, Paul? Il se pencha. Son visage se figea. Non, je n'ai jamais vu ces papiers. Parce que vous ne les avez jamais signés, enchaîna Camille. Ces refus ont été falsifiés. Et savez-vous qui est le mystérieux donateur qui a fait pression pour que mes recherches soient abandonnées? La Fondation familiale Bennett. À l'écran, le nom complet d'Aurélie brillait en lettres capitales. Aurélie Bennett Dumas. Paul se tourna lentement vers elle. Pourquoi? Camille poursuivit, implacable. Parce qu'une guérison de Léo aurait réduit votre emprise sur la famille. Moins de dépendance, moins de pouvoir, moins d'accès à l'héritage. C'est grotesque! Elle ment! Cria Aurélie, mais un son coupa l'échange net. Tous se tournèrent vers Léo. Il tapait frénétiquement sur son appareil. Une voix synthétique s'éleva dans la pièce. Aurélie ment. Un silence de plomb tomba. Camille s'approcha de lui. Cet appareil contient aussi un journal automatique. Il enregistre les mots et expressions choisis par Léo, et certains extraits proviennent de conversations entendues, même lorsqu'on croyait qu'il ne comprenait rien. Paul s'agenouilla près de son fils. « Tu comprends ce qui se passe ?» Léo appuya de nouveau. Toujours compris, tout entendu. Aurélie recula, livide. « Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. » « Il a toujours pu, rétorqua Camille. Vous avez simplement fait en sorte que personne ne le découvre. » Janet entra à ce moment-là, portant une boîte d'archives. « Voici les dossiers que vous aviez demandés, docteur Morel. »« Quels dossiers ?» demanda Paul. « Les originaux des traitements prescrits à Léo à sa naissance, » expliqua Camille. Aurélie a tenté de les faire disparaître. Janet les a gardés, par loyauté envers votre épouse. Paul les feuilleta, de plus en plus pâles. Des années de soins refusés, des années volées à son fils. Et comme si le destin choisissait cet instant pour frapper fort, la porte s'ouvrit sur une délégation. Des journalistes, le professeur Whitman, des représentants de Columbia et une caméra. Le projet Morel de communication assistée vient d'obtenir l'approbation fédérale, annonça Whitman, et son premier ambassadeur sera Léo Dumas. Aurélie tenta un dernier sursaut. Elle veut juste la gloire. Elle s'accroche à toi pour le prestige. Mais Paul l'interrompit glacé. Une femme noire avec 3 doctorats qui a redonné une voix à mon fils, pendant que toi tu l'éteignais chaque jour un peu plus. Tu ne comprendras jamais ce qu'elle est venue réparer ici. Un flash d'appareil photo crépita. Dans l'objectif, Camille droite avec Léo à ses côtés équipé de son appareil, et Aurélie, piégée par sa propre haine, recroquevillée dans l'ombre. Ce jour-là, dans le grand salon de pierre froide, le silence fut brisé. Non par des cris, mais par un simple mot choisi par un garçon qu'on croyait incapable. Camille, famille. Il ne restait plus rien de l'empire d'Aurélie que ses illusions. En l'espace de quelques jours, son influence avait fondu comme neige au soleil. Son nom rayé du conseil de la fondation familiale, ses invitations mondaines annulées, son crédit social anéanti. Et dans le manoir autrefois figé par l'absence, la vie avait doucement repris ses droits. Paul n'était plus cet homme fantôme enfermé dans ses regrets. Il réapprenait à être père, à être présent, à voir vraiment celui qu'il avait trop longtemps ignoré. Léo, lui, progressait à une vitesse qui étonnait même les spécialistes. Grâce aux nouvelles thérapies mises en place par Camille, il contrôlait désormais un joystick adapté. Il communiquait avec fluidité, exprimait des émotions claires, posait des questions. Un jour, lors d'une évaluation avec le docteur Whitman, ce dernier déclara, stupéfait, « Son cerveau développe des connexions que nous pensions hors de portée. C'est un cas d'école. Son intelligence a toujours été là. Elle attendait juste le bon chemin. » Une équipe de la chaîne nationale NBC vint tourner un reportage. Léo, concentré, présenta son appareil et composa lentement un message. « Avant, j'étais là, mais vous ne m'écoutiez pas. » La vidéo fit le tour du pays. Le projet Morel entra dans la lumière. Ce n'était plus une expérimentation discrète. C'était une révolution. Camille reçut des centaines de messages. De parents, de thérapeutes, de chercheurs. Des demandes, des remerciements, des larmes.
Mais rien ne l'émut autant que ce que Paul lui dit un après-midi, au bord de la piscine où Léo faisait sa séance d'hydrothérapie. « Columbia m'a contacté. Ils veulent créer un centre de recherche en ton nom, avec toi à sa tête. » Camille déplia le dossier. Elle lut à haute voix « Centre Michael Dumas pour la communication assistée ». Léo, qui les observait, appuya sur un bouton. Camille enseigne aux autres enfants. Ses yeux pétillaient de fierté. Camille le regarda tendrement. « Oui, champion, on va le faire. On va aider des milliers d'enfants comme toi. » Le jour de l'inauguration du centre, 6 mois plus tard, la file d'attente s'étendait sur plusieurs rues. Des familles de tout le pays espéraient un diagnostic, une méthode, une chance. Camille, en blasé bleu nuit, donnait des interviews avec sobriété. À ses côtés, Paul rayonnait, et Léo, dans son fauteuil motorisé, contrôlait son propre appareil comme un chef d'orchestre. Un journaliste lui demanda « Docteur Morel, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir créé ce mouvement? Ce n'est pas un mouvement, c'est une réparation. On rend une voix à ceux qu'on a trop longtemps fait taire. » La soirée se termina par un dîner caritatif. 2 millions d'euros récoltés pour financer les soins des familles les plus modestes. Mais ce fut Léo qui offrit le moment le plus inattendu. À table, il composa lentement un message sur son appareil, puis appuya avec fierté. « Camille, nouvelle maman. » Un silence ému s'abattit sur l'assistance. Paul posa sa main sur celle de Camille, les yeux brillants. « Tu es prête pour ça? » Elle prit une inspiration. « Léo, tu garderas toujours ta maman Élise dans ton cœur. Je ne la remplacerai jamais. Mais si ton père et toi m'acceptez, j'aimerais devenir une vraie partie de cette famille. » Paul se leva, sortit un petit écrin de sa poche. « Je comptais attendre, mais mon fils ne semble pas vouloir patienter. » Un rire général éclata, puis le silence se fit à nouveau. « Camille Morel, tu as sauvé mon fils. Tu nous as ramené la lumière. Tu as fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Tu t'es battu pour lui, pour la vérité, pour la justice. Veux-tu m'épouser? » Des larmes coulèrent sur les joues de Camille. « Oui. » Léo appuya frénétiquement sur le bouton joie, envoyant une série de sons festifs dans toute la salle. Les mois qui suivirent virent naître 3 nouveaux centres dans différentes régions. Le projet Michael Dumas devint une référence mondiale. Les lois commencèrent à changer, les diagnostics précoces furent renforcés, les protocoles mis à jour, et la voix d'un enfant qui, jadis, n'existait que dans le regard de quelques rares personnes, portait désormais sur tout un pays. Le jour du mariage, dans le jardin désormais rempli de rires et de lumière, Léo surprit tout le monde. Il avait préparé un discours, seul. Il l'énonça avec application, ligne par ligne. Camille m'a appris qu'on peut avoir besoin d'aide pour trouver sa voix. Papa m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à écouter. Ensemble, ils m'ont donné une famille. Pas celle qu'on attend, mais celle qu'on choisit. Et ce jour-là, tous comprirent qu'une page était tournée. Une nounou rejetée pour sa couleur de peau avait réécrit le destin d'un enfant invisible, d'un homme brisé, et même d'un système tout entier. Elle n'avait pas conquis un foyer, elle avait bâti un héritage. Si cette histoire t'a touché, fais un geste simple mais puissant. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie, pleine de courage, de justice et d'humanité. Ton soutien permet à ces voix longtemps oubliées d'être enfin entendues.